règne de Néron, beaucoup d'auteurs ont écrit durant cette période, ou du moins sur cette période bien donnée. Parmi eux, on peut citer Tacite, qui est bien plus tard, justement, sur le règne de Néron, mais pas seulement, sur la période des Julio-Claudiens de façon générale, dans son ouvrage qu'il nomme Annales. Son œuvre se penche principalement de la période allant de Tibère à Néron, donc les derniers empereurs Julio-Claudiens, mais toutefois, il faut quand même garder bien à l'esprit que la plupart des auteurs qui ont fait des écrits sur Néron écrivent bien après cette période-là et bien après la mort de Néron. Pour sa part, Néron, durant cette période, libéré de son mauvais génie qui lui servait de maire, il peut gouverner ainsi comme il l'entend, avec bien entendu ses principaux conseillers Sénèque et Burrus dans un premier temps à ses côtés, puis après on verra que son entourage va petit à petit changer et cela va aller vers certaines dérives. Toutefois, s'il était déjà sujet à quelques excès d'excentricité, ou du moins qui tombait dans certains excès à cette époque-là, et du moins durant les 5 premières années de son règne, les années qui suivent et que l'on va traiter à l'heure actuelle sont plus ou moins minées par des événements qui ont plus ou moins contribué pour certains d'entre eux à sa légende noire après sa mort. En effet, malgré la mort de sa mère et le remords que cette décision a pu lui coûter, la vie continue dans l'entourage de Néron et pour Néron lui-même. Néron s'adonne au théâtre, à la musique et aux jeux principalement, que ce soit les jeux d'argent ou les jeux du cirque de façon générale. Dans cette optique, l'empereur donne de nombreux jeux du cirque, comprenez-le bien, pour la préservation de l'empire, pour s'assurer que l'empire est toujours debout et que rien ne change. Les nobles et les chevaliers doivent tenir un certain rôle, doivent être présents et sont représentés également dans les pièces de théâtre organisées par Néron afin que le peuple s'habitue à voir des personnages importants, non seulement dans la vraie vie, mais aussi dans les pièces. Néron continue ses cours de sitar qu'il aime tant et ses cours de chant pour, on va dire, perfectionner sa voix, pour la préserver, pour du moins accentuer le côté chanteur de sa pratique. Il a recours à diverses techniques qu'on pourrait trouver plus ou moins controversées, à savoir l'usage de vomitifs, de lavement ou un régime alimentaire assez strict. En 59 après Jésus-Christ, à l'occasion de la fête de la Depostatio Barbae, donc Juvenilia ou encore des Jeux de la jeunesse, qui sont organisés par Néron dans ses jardins privés. Ces jeux sont fermés au public, ils ne sont pas ouverts, donc un petit cercle peut y assister, mais pas tout le monde, et ils sont renouvelés tous les ans jusqu'en 64 après Jésus-Christ. Ce goût pour le théâtre, l'archéologie l'a mise en lumière par la découverte dans la cour du Palais della Rovere à Rome, qui montre l'existence même de ruines d'un théâtre présent justement dans ce fameux palais, datant de l'époque de Néron. Les archéologues ont découvert un édifice impérial peu privé, donc appartenant justement à Néron, qu'on appelle le Theatrum Particulare, qui devait servir certainement représentation chantante de Néron, du moins pour son chant. Il devait servir pour ça, pour représentation publique cette fois-ci, car l'empereur aimait bien montrer ses talents aux yeux des autres, il aimait bien en faire profiter sa galerie et son entourage. Ce goût pour le théâtre et les répétitions du souverain sont également mentionnés dans de nombreuses sources, donc je vous ai cité Tacite, mais on peut citer Pline l'Ancien, Suétone, qu'on verra un tout petit peu plus tard, et bien d'autres. On peut situer Dion Cassius et bien d'autres. Il faut savoir, comme je vous l'ai expliqué dans la première partie de ce podcast, que les auteurs qui ont écrit sur Néron sont bien plus nombreux qu'on le pense, et surtout, ce sont souvent des auteurs qui ont un regard très critique sur le règne de Néron, pas forcément bienveillant, pas forcément malveillant non plus pour certains événements, pour certaines choses, on le verra après pour le cas de l'incendie de Rome, mais toutefois partez du principe que, oui, les découvertes archéologiques, que là on parle du palais de Della Rovere qui était une famille présente même au moment des Borgia, pour ceux qui sont passionnés par cette période-là, Della Rovere, il y avait un cardinal Della Rovere qui était présent dans l'entourage des Borgia, mais ça c'est un autre sujet, qui justement montre que, du moins sous ces ruines, on va dire de palais contemporains, enfin de palais entre guillemets modernes, on a retrouvé des vestiges antiques datant de cette époque-là, montrant que oui, le goût de Néron pour le théâtre était déjà bien connu. Sur ce fameux site de fouilles, donc le fameux site du palais de Della Rovere, les professionnels, donc les archéologues, ont découvert tout un tas de choses plutôt relevant aussi du quotidien, à savoir des peignes en os, des instruments de musique, donc attestant du goût
goût de Néron pour la musique, et bien d'autres choses, mais également des pièces de monnaie. Je rappelle, et nous le verrons encore dans cette partie-là, que Néron a fait frapper des monnaies un nombre incalculable de fois pendant son règne, pour diverses occasions et pour certaines significations diverses et variées. Pour en revenir à notre empereur, Néron continue de s'inspirer toujours autant des rois grecs qu'il admire tant et dont il voudrait bien que Rome devienne la nouvelle Athènes. Ça, c'est une idée que Néron a justement à cette période-là. Mais il est toujours autant passionné par le monde grec, les rois grecs, notamment par leur recrutement assez important de pages. Mais de pages d'origine grecque, pas de pages d'origine romaine. Ce qui montre que Néron, le côté hellénistique est toujours bien présent dans sa tête et bien présent dans son entourage. Par ailleurs, le souverain s'entoure également de ce qu'on pourrait qualifier de favoris, de jeunes nobles qui l'entourent, autour de lui, qui le flattent, qui passent son temps à flatter son ego, disons très clairement. Et ces fameux jeunes hommes, ce sont soit des nobles venant des classes très hautes de la noblesse romaine, soit de la classe équestre des chevaliers, et on les appelle les Augustiani, dont les chefs sont très bien payés, très bien mis en avant. La plupart de ces jeunes hommes sont un peu des copier-coller de l'empereur, donc ce qui fait qu'on a l'impression de voir peut-être des photocopies, du moins physiquement ou du moins en apparence. Donc, dans son entourage, Néron s'entoure de personnes qui pensent qu'il le soutiennent, qui pensent très clairement qu'ils lui veulent du bien, entre guillemets. Donc, il s'entoure de jeunes d'à peu près son âge, voire un peu plus jeunes. Dans ces fameux favoris, on peut citer quelques noms. On peut citer Lucien, qui est le neveu de Sénèque, donc Sénèque, son précepteur, qui est à peine plus jeune que lui, de très peu. Nerva, qui sera plus tard le futur empereur, mais pour l'instant, il est juste poète, mais rien de plus. On peut citer ces noms-là, Nerva, parce qu'on le retrouve dans les empereurs qui ont régné après Néron. Mais voilà, déjà, il y a des personnages connus dans l'entourage de Néron, qu'on retrouve plus tard dans l'histoire après sa mort. Mais globalement, voilà, c'est des personnages que l'on connaît déjà. Néron souhaite faire, comme je dis, de Rome la nouvelle Athènes, du moins avec tout le rayonnement antique de l'Athènes de cette époque. Et par ailleurs, il s'entoure également de philosophes stoïciens, à l'image de Sénèque, qui était son précepteur, son ami, son conseiller. Mais on verra par la suite dans cet épisode que le côté stoïcien va laisser place plutôt à des personnages ou des tendances un peu moins nobles que ce que Sénèque aurait bien voulu. En 60 après Jésus-Christ, Néron instaure des jeux quinquennaux qui sont ce qu'on va appeler les jeux néroniens. Il s'agit de concours d'éloquence, de poésie, de musique et de compétences hypniques, des jeux diverses et variés globalement. Durant ces concours, le jury est composé de personnages en vue, de personnages importants du moment, et les compétiteurs habillés à la grecque, donc on retrouve encore cet esprit, justement cette volonté de faire de Rome une nouvelle Athènes, très influencée par Athènes, et ces compétiteurs sont principalement des citoyens romains. Bien entendu, les autres ne peuvent pas y participer. Quant à Néron lui-même, il ne peut pas participer directement aux épreuves, ce qu'on peut imaginer, ce qui est compliqué pour quelqu'un qui aime beaucoup se mettre en avant et qui aime l'art de façon générale. En 61, on fait construire, dans le cadre justement de ces exercices physiques, on fait construire un gymnase propre justement à cela et on y fait aussi des concours athlétiques. Donc en résumé, qu'est-ce que ça veut dire? Que Néron crée du moins ou instaure des jeux, ce qu'on pourrait qualifier de festival, même si c'est pas le bon mot exact. Il fait instaurer des jeux, il fait instaurer des événements autour du sport. Il fait construire un gymnase pour cela. Il fait faire un certain nombre de choses autour en fait de ses passions, autour de la poésie, de la musique, du théâtre, mais également des compétitions sportives dont il est très friand. À cette époque, l'empereur mène une vie plutôt luxueuse, fastueuse, et il se montre très généreux avec ses favoris. Il va se montrer très généreux de façon générale, même avec le peuple et avec d'autres personnes. Oui, ses amis, des artistes, des gladiateurs. Il va notamment faire en sorte que les gladiateurs, on l'a déjà vu, ne se font pas tuer justement à la fin des combats. Il arrose un peu de largesse tout un tas de personnes. Alors, ça va pas forcément plaire au Sénat, ça plaira pas forcément aux grandes familles romaines, mais c'est ainsi qu'est Néron à cette époque-là. Sa passion pour les divertissements et pour les activités artistiques et sportives ne sont pas au goût de tout le monde. Un empereur qui donne des représentations théâtrales, qui se met lui-même en avant dans des pratiques sportives, c'est pas forcément du bon goût de tout le monde et surtout apprécié de beaucoup de gens. En effet, les sénateurs, les chevaliers et une petite partie du peuple en fait ne soutient pas trop ce genre de tendance par rapport à l'empereur qui estime que ce n'est pas forcément sa place, voire que c'est choquant de voir un empereur justement s'adonner à ses passions devant les gens, devant le peuple, devant des personnes pas en adéquation avec son rang. Ce manque de convenance marque les premières failles
entre Néron et le peuple, même si, voilà, le peuple reste quand même très favorable à Néron. Il y a une petite partie qui va estimer que est-ce que c'est vraiment un empereur, est-ce que ça en est pas un, voilà. Il y a un petit peu une ambiguïté. Si les premières années du règne de Néron sont relativement prospères, avec des mesures qui sont relativement intéressantes, cette volonté justement de continuer ces bonnes mesures continue justement à partir de ce moment-là. En effet, dans sa politique intérieure, et notamment dans le domaine politique en lui-même, on peut souligner une volonté de rechercher de la part de certains un successeur à Néron. Alors, vous allez me dire quel rapport entre les compétences de Néron dans le domaine politique et ça. On va y venir. Premièrement, Néron n'a pas d'héritier direct, pas d'enfant avec Octavie, donc déjà il n'y a pas de possibilité de succession. Mais mis à part ça, il commence à y avoir, comme je vous l'ai expliqué, une certaine forme de mécontentement et peut-être un manque de prise au sérieux de Néron de la part de certains. Et du coup, on va chercher des successeurs potentiels de Néron, soit pour le détrôner, ce qui est fortement possible, soit pour assurer peut-être sa succession au cas où l'empereur meurt sans enfant. Donc parmi eux, on peut citer Rubelius Plotius, qui par la suite est envoyé rétablir l'ordre à Pompéi parce qu'il y a eu énormément de bagarres dans le coin, dans la ville. Puis il est envoyé en Asie de sorte à bien l'éloigner, de faire en sorte qu'il soit sur la touche. Donc déjà, potentiel successeur, on passe à celui-là. Et ensuite, en fin 60 après Jésus-Christ, beaucoup d'autres personnes vont apparaître justement par rapport à cette volonté de successeur. Et Néron va faire en sorte que ces potentiels candidats, qui ont plus ou moins la cote, soient affectés à des postes militaires et de préférence aussi loin que possible pour éviter que ces derniers fomentent soit des complots, soit ce genre de choses. On verra plus tard avec la conjuration de Pison que les complots pour succéder à Néron, déjà on est fin 60 après Jésus-Christ, l'autre est en 65, et on sent quand même que on a envie de trouver une solution, on va dire, pour mettre quelqu'un de plus sérieux que Néron lui-même. Si toutefois le Sénat et Néron ont réussi à vivre en bonne intelligence, ou du moins à se compléter sans trop se marcher sur les pieds, même s'il y avait des petites tensions entre eux, cela va commencer un peu à disparaître, et cela commence notamment par rapport à quelques décisions, notamment par rapport aux esclaves et aux affranchis, pour ne citer que ces exemples-là, à savoir qu'on peut citer en 62 après Jésus-Christ, donc c'est un exemple, une première accusation de lèse-majesté à l'encontre du prêteur Anti-Estinius Socianus, donc c'est un exemple justement que je vous cite, qui avait lu une poésie assez satirique à l'encontre de Néron. Cela n'a pas plu forcément à tout le monde, et certains sénateurs suggèrent plusieurs choses, soit la peine de mort, soit on l'exile. C'est finalement l'exil qui remporte par rapport à d'autres, même si Néron se range derrière cette décision, on va dire bon gré mal gré, c'est-à-dire que quelqu'un qui lui manque de respect, qu'on l'exile, bon, on va dire c'est très gentillé en soi, hein. C'est pour éviter les bains de sang inutiles et surtout pour éviter certainement des révoltes ou ce genre de choses. À cette époque, la position du Sénat est de plus en plus fragile. Donc il y a eu quelques frictions par rapport à certains sujets, il y a eu quelques décisions qui sont prises, peut-être qui n'ont pas plu à Néron. Donc la position, ou du moins la relation Sénat-Néron commence à être plus ou moins fragilisée à cette époque-là. En effet, on assiste à un régime avec Néron, on va dire entre guillemets tout seul, de plus en plus autocratique, de plus en plus on va dire autoritaire, où les intellectuels, les artistes et les jeux de façon générale ont plus ou moins remplacé les administrateurs et les soldats. Je rappelle que l'Empire romain, c'est avant tout une administration et surtout la guerre. Néron, malgré qu'il a eu quelques victoires militaires, n'est pas un grand guerrier. Loin de là, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui ne vit que pour la musique, les jeux, ce genre de choses, mais qui n'est en aucun cas un militaire. Ce n'est pas un Jules César, ce n'est rien de tout ça. Néron, la guerre, il faut le faire, oui, mais après, stop, on arrête. Donc en 62 après Jésus-Christ, Néron perd un de ses plus proches conseillers, ce qui déjà commence à mettre à mal Néron en lui-même, sa personnalité, qui est Burrus. Certains historiens imputent cette mort à Néron, donc du moins certains historiens, soit de cette époque, soit après, imputent cette mort à Néron, mais il a été prouvé par la suite que Burrus est soit mort d'un cancer de la gorge, soit mort d'un œdème. Donc en fait, quelque chose qui n'a rien à voir avec Néron. Donc on peut se dire que déjà, Néron a perdu Burrus, qui faisait partie de son entourage le plus proche, qui était un peu un garde-fou, et il ne reste que Sénèque, au final, qui va servir de garde-fou à Néron, mais malheureusement, Sénèque, ce ne sera malheureusement pas suffisant. Burrus est alors remplacé par deux préfets, dont Tigelin, qui est un homme d'origine modeste, qui est assez habile, qui est un homme sans scrupules, on en reparlera un peu plus tard, mais c'est un homme qui globalement, on va dire que c'est le nouveau mauvais génie
génie du règne de Néron. De plus, Néron rappelle un délateur bien connu de son règne, ou du moins un délateur qui est assez connu bien avant, qui est Constantius Capito. Alors que, rappelez-vous bien, au tout début des 5 premières années de son règne, l'empereur a lutté et a banni justement la délation. Donc ça montre qu'on passe d'un régime qui est, on va dire, plus ou moins tolérant, entre guillemets, faut prendre le mot avec beaucoup de pincettes, plus ou moins juste, à quelque chose qui va devenir de plus en plus autoritaire, où on peut s'imaginer que la délation et limite le fait de, pas de la paranoïa, mais du moins de vendre son voisin, risque d'être plus encouragé qu'autre chose. Donc on montre très bien la contradiction entre ce que Néron a fait au début de son règne et ce que Néron a fait durant la période, on va dire, après la mort de sa mère. Donc déjà, il y a un contraste qui se fait. Par ailleurs, Sénèque, qui faisait déjà l'objet de plusieurs critiques depuis le début de Néron, qu'on soupçonnait que Sénèque était quelqu'un qui profitait un peu de la position de Néron pour se faire un nom, entre guillemets, est plus ou moins accusé de s'enrichir au détriment de son maître, voire de vouloir égaler Néron. Donc, on voit très bien que Sénèque tout seul, avec les calomnies qu'il a sur le dos, voilà, ça passe moyennement. Avec ses nouveaux conseillers et son nouvel entourage, Néron s'éloigne de plus en plus du stoïcisme pour aller vers un despotisme bien affirmé, et Sénèque comprend que son ancien élève lui échappe complètement et qu'il peut basculer du côté obscur à n'importe quel moment, pour ne pas dire qu'il y est déjà. Donc en fait, pour vous figurer, Néron, c'était un peu le padawan, entre guillemets, si on veut vraiment faire une comparaison, c'était un peu le padawan de Sénèque. Néron va vers le côté obscur, Sénèque malheureusement s'aperçoit qu'il n'a plus aucune influence sur lui, il n'arrivera pas à le contenir bien longtemps, pour ne pas dire que ça devient peut-être dangereux pour lui. Donc qu'est-ce que va faire Sénèque? Il va décider de se retirer de la vie publique et de la vie politique de l'Empire, et cette notion de se retirer de la vie politique et de l'Empire, on va trouver cette volonté dans son traité qu'il appelle sur la retraite, où Sénèque explique les motivations qui l'ont poussé à prendre cette décision et à quitter justement la gestion de l'État. Donc on peut supposer que Sénèque, voyant le basculement de régime, le basculement du stoïcisme, donc d'un régime politique qui était basé sur la raison, sur un tas de choses, vers quelque chose qui est plus autoritaire, plus, on va dire, dur, fait que peut-être il s'est dit qu'il était peut-être temps pour lui de passer la main ou de se retirer parce qu'il ne pourrait rien faire. Donc déjà, il y a cette volonté-là de Sénèque de partir du pouvoir. Avec le départ de son dernier conseiller, donc départ, on va dire qu'il a quitté le pouvoir, Néron est seul au pouvoir à présent, du moins il est seul sans, on va dire, un garde-fou. Et à partir de là, le pardon et la mansuétude sont plus vraiment de mise. C'est-à-dire que si tu fais une faute, c'est peine de mort et terminé. Toutefois, avant son départ, Sénèque a fait quelques petites choses, à savoir qu'il a fait élever Poujol au rang de colonie, et à cette époque-là, c'est-à-dire en 60 après Jésus-Christ, des colons sont également envoyés à Tarente et à Antium, qui est la ville natale de Néron. Donc il y a quand même quelque chose qui se sont faits, et ce sont des prétoriens et des centurions qui y vont principalement, en fait, dans le but de s'offrir une retraite bien méritée. Donc principalement, voilà, on envoie des colons dans le but principalement de faire un peu des colonies de retraités, si on voulait résumer ça ainsi. Ce choix dont Sénèque est à l'origine est approuvé par Burrus avant qu'il ne décède, donc les deux encore étaient en actif quand ces choses se sont faites, mais après, voilà, il n'y a pas grand-chose encore à dire. Antium, on peut souligner la construction d'un port dans le but d'assurer l'approvisionnement de la ville en blé et en eau, on peut se l'imaginer, car c'était quelque chose qui tenait à cœur justement Néron. L'approvisionnement en blé et en eau, c'est quelque chose que vous allez retrouver tout au long du règne de Néron, même quand il y aura, on en parlera après, l'incendie de Rome, il refusera qu'on touche au prix du blé, voire il va vouloir le diminuer pour que les gens puissent manger. Donc Néron a beau être ce qu'il est, le souci du peuple est quand même quelque chose qu'il a bien en tête, parce que le peuple, c'est quelque chose qui le popularise, c'est quelque chose sur lequel il peut s'appuyer, et surtout un peuple qui a faim, c'est un peuple qui se rebelle. Donc s'il y a un double intérêt également de sa part de se mettre le peuple romain dans la poche. Par ailleurs, dans le domaine économique, donc Sénèque est parti, voilà, il a fait 2 ou 3 petites choses avec Burrus avant que Burrus meure, et Sénèque là à ce moment-là est parti. Mais dans le domaine économique et financier, Néron charge 3 consuls à la tête de la gestion de tout ce qu'on peut appeler des finances publiques, c'est-à-dire de l'argent public. Ça va concerner notamment les impôts, les taxes, mais aussi les sommes à verser au trésor, donc à la trésorerie de l'Empire. Et on peut signaler qu'en 64 après Jésus-Christ, on assiste à une dévaluation des monnaies d'or et d'argent, notamment, certainement, par la diminution de leur poids, soit en métaux précieux, c'est-à-dire l'or et l'argent, soit en les remplaçant par d'autres métaux beaucoup moins précieux que ce qu'ils ne sont. On peut souligner également qu'à cette époque-là, il y a la présence de monnaies en auricalque, donc des monnaies en métal différents, ou encore en cuivre jaune. Donc on part du principe aussi qu'on va créer des
des monnaies avec un faible taux, on va dire, de métaux précieux, avec une faible teneur, pour en créer davantage. Les numismates doivent se faire plaisir, je vous le dis, avec toutes les monnaies qu'a créé Néron, doivent se faire plaisir pour ces époques-là. Cela permet une accélération des échanges, donc cela a été créé commerce principalement, et surtout de façon rapide, donc des échanges avec l'extérieur ou entre diverses cités. Toutefois, toujours dans un souci de nourrir le peuple, comme je vous l'expliquais, le prix du blé n'augmente pas. C'est-à-dire que le peuple est à la fois là pour populariser Néron, je le dis, je le répète, mais je veux que ça soit bien dans les têtes. Néron est un empereur qui a le souci du peuple. C'est-à-dire que un peuple nourri, c'est un peuple qui ne se révolte pas. Parce que même si une partie du peuple désapprouve son mode de vie, désapprouve l'image qu'il renvoie, il n'empêche que si les gens ont à manger dans leur assiette, ils n'ont aucune raison de se révolter. Si le prix du blé n'augmente pas et que l'argent concrètement, ou que du moins le commerce continue, pourquoi se rebeller? Dans le domaine social, Néron se penche sur quelque chose qui est assez, on va dire, assez inédit, à savoir qu'il se penche sur le cas de l'adoption des enfants, ce qui est assez inédit en soi. À savoir que Néron, bon, il n'a pas d'enfants à cette époque-là, mais il s'intéresse à l'image du père de famille, c'est-à-dire à l'image un peu de ce patriarche qui gère sa famille, qui doit faire en sorte que sa famille puisse avoir tout ce dont elle a besoin. Et Néron, dans le cadre des adoptions des enfants, récompense les pères de famille, entre guillemets, qui se comportent comme tels. En revanche, par décret du Sénat, dans le cadre où il y a une adoption, on va dire simulée, ou une adoption par intérêt, et que cela est prouvé, les fameux pères de famille ne touchent rien du tout, ni héritage, ni charge publique, ni rien du tout. Donc en fait, Néron va s'immiscer un peu dans des affaires qui sont assez, comment dire, oui, inédits pour l'époque, puisque un oncle pouvait adopter un neveu, ou un père pouvait adopter une nièce, ça pouvait se faire. Mais encore une fois, Néron, dans ce cadre-là, veut s'assurer que l'adoptant s'occupe de l'adopter. Lui-même a été adopté par Claude, je le rappelle, donc Claude qui s'est occupé de lui, qui a assuré certaines choses pour lui. Donc on peut s'imaginer que dans ce cadre-là, Néron espère que ce qui est arrivé pour lui arrivera aussi aux autres. Donc on peut s'imaginer que les motivations de Néron sont ici. Concernant le divertissement, puisqu'on est toujours un peu dans le domaine du social, Néron accorde des places spéciales pour la classe des chevaliers, au cirque, tout comme au théâtre. Donc voilà, le peuple qui est un peuple qui divertit, c'est un peuple qui ne se révolte pas, encore une fois. Pour continuer à avoir le soutien du peuple, ce dernier bénéficie, donc le peuple bénéficie de distribution d'argent de la part de l'empereur. Donc l'argent, Néron en distribue plusieurs fois, ce sera pas la première fois, mais c'est quelque chose auquel il tient. Par ailleurs, lors de sa politique de grands travaux, puisque ça va se poursuivre jusqu'à la fin de son règne, ce ne sont pas le peuple qui travaille, du moins la peuple ne travaille pas, ce sont principalement soit des esclaves, soit des condamnés qui travaillent, ou d'autres personnes en fait qui ne sont pas des citoyens. Donc en fait, les citoyens romains ne participent pas au grand chantier, ce sont les autres qui s'en occupent. Ce qui prouve que Néron a encore une fois ce souci de garder les bonnes grâces du peuple, encore une fois. Cette politique justement sociale, on peut signaler une politique d'aménagement, comme je vous l'ai dit, qui va rester dans la durée de son règne. Donc du moins, elle continue, elle a été entamée durant les 5 premières années de son règne quand sa mère était toujours assez basque, mais là, elle continue. On peut signaler par exemple qu'en 62 après Jésus-Christ, il fait construire de grandes thermes. Donc les thermes à cette époque-là, certes, ce sont les parcs publics, mais c'est aussi des lieux de rencontre. Ce sont des lieux où l'on discute, où on peut voir telle ou telle personne. Ce sont des lieux principalement de rencontre, avant toute chose. Donc on voit qu'il y a un souci également de rendre certains aménagements accessibles à tout le monde. Entre 62 et 64 après Jésus-Christ, on peut signaler le creusement de canaux, de plusieurs canaux. Un du côté occidental, notamment vers le port d'Ostie. Rappelez-vous, on en a déjà parlé dans la partie précédente, qui est assez dangereux pour les navires. Donc on peut s'imaginer que soit on l'élargit, du moins c'est ce qui est prévu, on l'élargit de faire en sorte que les bateaux peuvent passer sans que ça fasse des dégâts. Et un autre est creusé également le long de la mer à partir du golfe de Naples, donc un peu plus au sud. Le but est de faciliter la navigation, mais également pour des questions de salubrité, d'assainissement si vous préférez. Donc en plus de vouloir assurer le commerce, la distribution en eau qui ne se révélera pas inutile au moment de l'incendie de Rome, on se soucie également de l'assainissement, on se soucie également des questions d'hygiène, on peut s'imaginer dans les rues ou bien ailleurs. Pour Néron, il s'agit d'une trop grosse entreprise, malheureusement, et ça lui coûte extrêmement cher. À côté de ces améliorations au niveau maritime, il faut également quelques améliorations au niveau du routier, à savoir au niveau des routes, certainement des routes beaucoup plus sûres. Au niveau de la politique extérieure et militaire, Néron continue
les entreprises qu'il avait commencées les 5 premières années de son règne. L'empereur prononce des arbitrages favorables envers ses alliés et condamne les gouverneurs qui sont un peu abusifs, donc encore une fois les gouverneurs romains dans les provinces romaines, dans les colonies romaines. Donc on voit très bien que Néron n'a pas forcément la volonté belliqueuse comme les autres empereurs avant lui. En 61 après Jésus-Christ, en Bretagne, une révolte éclate. Donc la Bretagne romaine. En effet, des troupes d'occupation sur place sont assez malmenées par la famille royale des Asséniens qui étaient présentes alors sur place et quelques créanciers plus ou moins, on va dire, bienveillants, plus ou moins scrupuleux romains. Donc voilà, il y a des tensions qui sont assez pénibles et qu'il faut un petit peu dégager. Cette révolte est dans un premier temps réprimée par Suetonius Paulinus, mais cette révolte est aussi menée donc du côté des révoltés, pas du côté des Romains cette fois-ci, par la reine Boutica. Boutica, on la connaît de nom, on sait un peu plus ou moins, ou du moins on se figure à quoi elle peut ressembler. Donc une figure féminine à la tête d'une révolte contre les Romains. Ça devrait vous rappeler quelque chose à un certain village en Armorique. Voilà, c'est posé. L'envoi de Suetonius Paulinus ne fait pas forcément l'unanimité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un militaire de formation, c'est un affranchi. Et on sait que les affranchis ont énormément les faveurs de Néron, quelles que soient leurs compétences. Ce fameux bonhomme, déjà, en plus d'être affranchi, est très peu apprécié tant par les Bretons sur place, donc sous domination romaine, que par le Sénat. Le Sénat a un peu en travers par moment, justement, la trop grande complicité de Néron pour les affranchis. Les affranchis occupent une place assez importante dans l'entourage de Néron et le Sénat n'est pas toujours d'accord avec ça. Par la suite, Suetonius est remplacé. Son remplaçant écrase les derniers restes de la révolte en 63 après Jésus-Christ. Donc la révolte s'est terminée, on est tranquille, Boutica et les autres sont remis à leur place, voilà, emballés, pesés. Dans le cadre de l'Orient, puisque les Romains avaient beaucoup aussi de colonies, ce genre de choses en Orient, la situation évolue également. En effet, Tigrane, roi d'Arménie, envahit les territoires parthes. Pologèse, alors roi des Parthes à ce moment-là, attaque en retour l'Arménie, donc c'est une riposte très clairement. Mais voilà, la riposte parthe est un échec. C'est un échec cuisant, c'est une catastrophe. Donc on demande à Corbulon, à l'époque en poste, de nommer un nouveau général, de nommer quelqu'un d'autre. Parce que le temps presse et qu'il faut, voilà, s'en occuper. Toutefois, dans l'entourage de Néron, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on lui suggère de faire remplacer Corbulon à la place de Vologèse. Donc Néron va écouter son entourage, va écouter ce conseil un peu mal avisé, et pour cela, il va envoyer quelqu'un d'autre à la place de Corbulon, il va envoyer Paetus. Paetus est une catastrophe, c'est une véritable catastrophe, et il rentre à Rome par la suite un peu tête basse, disons les choses très clairement, et suite à la catastrophe qu'est Paetus, on rappelle Corbulon en urgence afin de négocier une capitulation pour limiter les dégâts. Donc un traité est alors signé entre Vologèse et les Romains qui marque la capitulation des Romains et l'abandon de l'Arménie. Donc on appelle Corbulon, pourquoi? Tout simplement pour essayer de faire en sorte de limiter les dégâts au plus possible. Donc dans ce contexte-là, Corbulon prend les choses en main, Paetus est rappelé à Rome, on s'imagine bien, avec tous les déshonneurs possibles. Et le retour de Corbulon est marqué par une, comme je vous dis, une volonté de trêve. On veut faire une trêve, de faire en sorte à ce qu'il n'y ait plus de pertes inutiles par rapport à ce qui s'est passé. Donc une trêve est signée, d'abord par Vologèse, puis ensuite par Tiritade. Tiritade s'engage alors à aller à Rome dans le but de revendiquer le trône d'Arménie. Il le fera par la suite, on le verra dans la dernière partie, mais globalement, voilà ce qui est conclu. Concernant les positions de Rome, à peu près en Europe, notamment le long du Danube et au nord du pont Euxin, certaines choses se passent. On peut souligner par exemple la division de cette zone en plusieurs petits royaumes, plusieurs petits états, et en 61, dans le nord justement du pont Euxin, on peut souligner la présence du royaume de Cotys, donc un petit royaume parmi tant d'autres, et dans le sud, dans la région plutôt de la, on va appeler la Petite Arménie, on peut souligner la présence de nouveaux royaumes, ainsi que d'un royaume pontique. Donc, autrement dit, une multitude de petites divisions, de petits royaumes dans cette région, qui font en sorte de garder plus ou moins sous contrôle ces régions-là, afin que rien n'éclate et que rien, à dire, ne trouble la tranquillité de ces zones-là. Cette multiplication, en fait, de ces petits royaumes, plus la paix signée par rapport à l'Arménie, plus tout ça fait que, en 64 après Jésus-Christ, il se passe quelque chose qui ne s'est plus produit depuis le règne d'Auguste, c'est-à-dire la fermeture du temple de Janus. Alors, rappelez-vous, pour ceux qui sont allés voir l'épisode sur Janus, Janus était le dieu des portes. C'est dans le cadre de Rome, quand les portes du temple de Janus est ouvertes, c'était signifié qu'on était en temps de guerre, qu'on n'est pas en temps de paix. Quand les portes se
fermé, c'était qu'on était en temps de paix. Mais Janus était une divinité de transition, c'était une divinité transitoire, par exemple par rapport d'une année à l'autre, par rapport d'un mois à l'autre, ce genre de choses. Janus était vraiment ce genre de divinité. Je vous encourage, si vous voulez en savoir plus, à aller voir l'épisode qui lui est consacré. À côté de cela, Néron doit faire face à un nouveau mauvais génie et à une vie conjugale quelque peu mouvementée. En effet, Tigelin, dont on a déjà parlé au préalable, est un personnage un peu atypique. Dans le rôle du mauvais génie, il succède un peu à Agrippine et ça sera le cas tout au long du règne de Néron. Tigelin, comme je vous l'ai expliqué, c'est un homme qui est très ambitieux, qui n'est pas forcément très fiable et c'est un homme d'origine grecque, d'où le fait que peut-être Néron lui fait plus confiance qu'aux autres. Ce dernier ne va pas hésiter à rabaisser son collaborateur avec qui il a été nommé. Quand Burrus est mort, rappelez-vous, 2 préfets ont été nommés, lui bien entendu, et un autre, Faimius Rufus, qui est aussi préfet du prétoire et qui a aussi été nommé en même temps que lui en remplacement de Burrus. Donc un personnage, on peut s'imaginer, très imbuvable. Il exagère également dans le but un peu d'alimenter peut-être la paranoïa de Néron et peut-être la peur d'avoir une fin à la Caligula. Il exagère également la dangerosité de certaines personnes de l'entourage de l'empereur, des personnes qui lui sont proches, des amis ou même des favoris. Donc on voit très bien que Tigelin a parfaitement peut-être compris aussi la façon de fonctionner de Néron et aussi les antécédents qu'il avait. Donc il joue un peu sur plusieurs tableaux. Toutefois, Néron entreprend une chose qui n'était pas possible du vivant de sa mère et pas forcément possible du vivant aussi de Burrus. C'est de divorcer d'Octavie. Alors, rappelez-vous, la jeune Octavie, c'était la fille de Claude avec qui Agrippine l'a marié quand il était adolescent. Octavie n'inspire pas forcément la passion folle chez Néron. Ce n'est pas une fille qu'il a choisie et qui plus est, ils n'ont jamais eu d'enfants ensemble. Donc, tout un tas de choses qui font que Néron n'attendait forcément qu'une chose, c'était de se débarrasser de cette épouse gênante. Et cela est possible puisque Agrippine est décédée, Burrus est décédé, il n'y a que Sénèque et Sénèque n'est plus là. Enfin, du moins, il n'est plus là physiquement à côté de lui. En effet, sous l'influence de Pompée Sabrina, qui est sa maîtresse, cette dernière, donc Octavie, est accusée d'être tombée amoureuse d'un musicien égyptien et d'être tombée enceinte de lui. Donc déjà, rien pour plaire. Toutefois, l'argument qui fait pencher la balance quant à la prise de décision par rapport au divorce, c'est pas tant la tromperie supposée de sa femme, c'est le fait qu'ils n'ont jamais pu avoir d'enfants ensemble. Donc, en dehors que Pompée Sabrina ait mis cette idée en tête, selon certains historiens, dans la tête de Néron, qu'elle l'ait poussé un peu par rapport à ça, le fait qu'il n'ait jamais eu d'enfants ensemble a fait pencher la balance justement sur le fait qu'il veut se débarrasser de cette épouse gênante et inféconde selon lui. En 62 après Jésus-Christ, Néron réussit à divorcer d'Octavie en ayant recours à certains stratagèmes dont je vous parlerai après. Et selon les sources, l'empereur épouse dans la foulée Pompée. Alors soit 11 jours, soit 3 semaines après son divorce, tout dépend chez qui vous allez regarder. Après son divorce, Octavie est envoyée en Campanie, donc on avait déjà vu où se situe cette région, pour y être exilée, pour y rester. Le divorce de Néron ne lui attire pas forcément la sympathie du peuple qui est favorable justement à son ex-épouse, et également on peut s'imaginer il ne s'attire pas non plus le bon œil de Burrus qui était favorable justement à la jeune fille. Pompée, elle se montre un peu plus persuasive que le peuple et que Burrus, mais elle se montre aussi persuasive aussi par rapport à quelque chose. C'est qu'elle fait comprendre à Néron une chose, c'est que si Octavie se remarie derrière, elle pourra avoir un héritier, donc un concurrent de Néron, mais qui plus est, elle est aussi une menace pour Néron lui-même puisque elle peut provoquer, vu de sa grande popularité, une révolte. Et Néron n'a pas grand intérêt à se mettre le peuple romain à dos et il le sait parfaitement. Donc on envisage de se débarrasser de la jeune Octavie de façon définitive. Donc pour se débarrasser d'Octavie, puisque Néron a décidé de divorcer, il a décidé tout simplement qu'il voulait épouser sa maîtresse, donc ça c'est fait. Mais l'influence de Pompée fait que elle met aussi en garde Néron par rapport à certaines choses qui sont peut-être pas forcément idiotes, à savoir la grande popularité de la jeune fille. Donc qu'est-ce que Néron se dit? Il faut que je me débarrasse d'elle, sinon soit je vais avoir un concurrent direct pour me succéder et on peut risquer de me faire empoisonner ou je ne sais quoi, soit je risque d'avoir une révolte du peuple romain sur le dos et je sais très bien que je ne serai pas gagnant. Donc on va chercher à se débarrasser de cette jeune fille. Et pour cela, on rappelle un personnage qui, si vous avez vu la seconde partie, vous rappellera quelque chose, c'est-à-dire Anicetus. Donc il existe 2 hypothèses par rapport justement à cette mise sur la touche définitive d'Octavie. La première hypothèse est que Néron ait demandé à Anicetus de s'accuser d'être l'amant de son ex-femme. L'empereur publie alors un édit accusant son ex-femme d'avoir séduit Anicetus et d'avoir voulu être Anicetus à la place de Néron. Donc Anicetus est envoyé sur l'île de Pandaria dans le golfe de Naples par rapport à ça.
Début juin 62, Octavie reçoit l'ordre de se supprimer elle-même. Et dans une seconde hypothèse, Anicetus fait partie de l'escorte d'Octavie qui l'amène justement en compagnie. Et durant le voyage, cette dernière aurait peu trop bu et elle aurait tenté de le séduire. Ces événements sont rapportés à Néron et Néron n'est pas tellement content de ça. Le but était de mettre en place un complot. Donc le but d'Octavie dans cette deuxième hypothèse était que je séduis Anicetus, je lui fais miroiter pas mal de choses dans le but de renverser Néron. Sauf que manque de peau, ça ne fonctionne pas. Dans un cas comme dans l'autre, l'idée était que Octavie aurait voulu mettre Anicetus à sa place de Néron, du moins de faire miroiter ce genre de choses. Donc le résultat reste le même dans les deux cas de figure, puisque Octavie finit par se donner la mort parce qu'on lui a demandé. Elle met fin à ses jours car un messager, ou du moins elle reçoit un ordre de se supprimer elle-même. Quoi qu'il en soit, le résultat reste le même. Néron a pris ce prétexte justement de tentative d'adultère pour se débarrasser de son ex-épouse et cette dernière finit par mourir. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure de cette volonté de divorce? C'est qu'en 10 ans de mariage, aucun héritier n'est sorti justement de ce couple et en plus, dans un second temps, c'est que son ex-femme, comme je vous dis, aurait pu épouser un autre homme, un noble certainement, et engranger un héritier, donc un successeur potentiel à Néron. Donc c'était quelque chose qui n'était pas de l'ordre de l'envisageable. C'est ça qu'il faut comprendre vraiment dans les vraies motivations du divorce. C'est premièrement épouser Sabrina qu'il aime. Deuxièmement, se débarrasser d'une épouse gênante et infertile selon lui. Troisièmement, de faire en sorte qu'elle ne se remarie pas pour engendrer un héritier et donc un concurrent. Donc il n'y a rien de sorcier dans les motivations de Néron quant à se débarrasser de son ex-femme. Cette décision est donc prise et aussi motivée par des craintes réelles et plus ou moins fondées justement de Néron. Et ce qui fait que Néron ayant épousé Pompée Sabrina, Pompée peu importe, et au final, le couple réussit à avoir un enfant, une fille, Claudia Augusta, née en juin 63 après Jésus-Christ. Néron est fou de joie de cette naissance, il est heureux, on peut s'imaginer le bonheur pour lui d'être papa pour la première fois de sa vie. On peut tout aussi bien s'imaginer que ce personnage si impitoyable est au final peut-être un papa gâteau. Malheureusement, ce bonheur est de courte durée puisque la petite fille meurt quelques mois plus tard. Cet événement aura été tellement tragique dans la vie de l'empereur que ce dernier est tombé dans une très grande dépression, une très grande tristesse, faisant que malheureusement les célébrations auxquelles la cour était habituée ont coupé court pendant quelque temps. Donc malgré tout, Néron n'est pas un monstre contrairement à ce qu'on peut penser. Dans les événements qui ont marqué le plus le règne de Néron, c'est sans nul doute, et celui que la peinture, quelle que soit l'époque, a représenté, c'est sans nul doute l'incendie de Rome de 64 après Jésus-Christ. Cet événement a fait couler énormément d'encre au travers de l'histoire, a été le sujet de fantasmes divers et variés et de récits tout aussi divers et variés. Mais le plus connu de ces récits que l'on connaît, enfin du moins qui nous a été transmis, c'est celui que nous fournit Suétone. Suétone, il faut que vous ayez bien en tête quelque chose, c'est que c'est un récit qui est à charge. C'est un récit en fait sur lequel il faut prendre beaucoup de recul et surtout ne pas prendre pour argent comptant ce qu'il vous dit. Donc si on se fie à ce que Suétone nous raconte, Néron se serait vanté d'avoir allumé des feux un peu partout dans Rome, soit avec l'aide de ses esclaves, soit avec l'aide de personnes qui lui sont proches, et tout simplement en fait il se serait vanté de ça, et le feu ayant pris, ou du moins ayant brûlé une grande partie du cirque non loin du Palatin, donc selon Suétone, Néron se serait vanté d'avoir fait lui-même allumer les feux toute la ville. Donc le feu aurait consumé une partie du cirque qui est non loin du Palatin, donc non loin d'une région de Rome. Un vent de panique souffle alors dans la ville, au point que l'on se réfugie, selon Suétone, que les habitants vont se réfugier même dans les tombeaux tellement qu'ils ont peur, tellement qu'il y a un vent de panique. Suétone relate aussi que Néron est alors habillé en costume et qu'il chanterait la prise de Dilion, dans lequel tellement que les flammes l'inspireraient. Du moins, c'est un peu l'idée caricaturale qu'on peut en avoir. Dans la première vague d'incendies qui ont été imputés justement à ces fameux esclaves de l'empereur, du moins dans cette fois-ci-là, ce seraient ensuite des soldats qui auraient pris le relais, en fait, d'allumer plusieurs feux. L'incendie, alors là on sort un peu du cadre du récit de Suétone, dure à peu près entre 6 et 7 jours, donc 6 jours, 7 nuits, donc assez long quand même, détruisant ainsi une bonne partie des bâtiments, dont des temples et des édifices publics, etc. Donc on verra après qu'il y a une version plus rationnelle justement de ces événements, mais partie du principe que déjà c'est pas très bon pour l'empereur que la postérité ait retenu ça. La décision est prise alors d'abattre un certain nombre d'immeubles qui sont au pied de l'Esquilès, donc ça c'est plutôt dans les
faits, pas forcément dans le récit de Suétone. Et le feu aurait repris légèrement pendant 3 jours dans les quartiers d'Émilien, à l'entrée du Champ de Mars. Toutefois, l'amphithéâtre Statilius Taurus brûle non loin de là, donc il y a toujours dans ces départs de feu des bâtiments qui sont encore en train de brûler. Mais de ce qu'on peut en tirer, sur les 14 régions que regroupe Rome à cette époque-là, 3 sont rasées, ou du moins complètement, 4 sont restées intactes et les autres sont plus ou moins, on va dire, brûlées. Globalement, si on sort du texte, c'est ce qu'on pourrait en conclure. De plus, on peut souligner que Néron interdit aux gens d'aller récupérer leurs affaires, ou du moins leurs biens après l'incendie. Pour conclure pourquoi. La légende veut que Néron ait fait construire ensuite un palais sur les cendres de cet incendie, donc on voit qu'encore l'image noire de Néron est bien là. Mais si on sort du récit de Suétone, et mis à part celui-là, les auteurs antiques, et on le verra un peu plus loin, parce qu'on y reviendra un peu sur ce que Suétone nous raconte, sont plus ou moins d'accord avec la responsabilité de Néron. Il y a une espèce de vrai débat sur les historiens entre ceux qui chargent Néron, c'est le cas de Suétone, de Pline l'Ancien, qui disent que oui, Néron est totalement coupable, que c'est lui qui a fait allumer ces feux-là. D'autres sont plus ou moins on va dire, neutres. On peut citer Flavius, on peut citer Martial. Eux disent très clairement que non, en fait, pourquoi l'empereur a fait ça? Enfin, il n'y a pas de raison particulière. Et d'autres, au contraire, pour plutôt dire que Néron est innocent. Mais globalement, il y a un vrai débat entre ce que Suétone rapporte, ce que Pline l'Ancien rapporte, ce que Tacite aussi va nous raconter. Donc, il y a aussi également, voilà, vrai débat entre les historiens par rapport à la responsabilité de Néron. Et ce n'est pas un hasard aussi qu'on ait retenu cet épisode-là du règne de Néron, puisque ça va faire en sorte d'alimenter ensuite par la suite le côté image noire de l'empereur. Donc si on se fie à ce que nous raconte Tacite, il y a un peu quelques difficultés à savoir ce qu'il pense. Tacite, sur certains sujets, est un petit peu vague en fait, et on peut se demander sur quel pied il danse en fait, très très clairement. Ça, on peut même le retrouver pour la répression des chrétiens qu'on verra après. On peut se poser clairement des questions. Mais quoi qu'il en soit, chez les historiens même actuels, donc là, si on sort du texte de Suétone, si on sort un peu de tout ce débat-là de ces époques, aucun d'entre eux ne rend Néron responsable. Pourquoi? Pour diverses choses, on va dire, qui sont de l'ordre on va dire, du physique. Tout d'abord, l'archéologie et les sources de l'époque ont mis en avant plusieurs choses. En premier lieu, il faut bien avoir en tête que la Rome de cette époque compte à peu près, grosso modo, de ce que les historiens ont pu en dire, ce sont des chiffres. Les chiffres sont à prendre avec des pincettes, je vous le signale de suite. À peu près 800 000 habitants pour 13 km², ce qui n'est pas très grand. Et ensuite, les espaces urbains sont composés de temples, de monuments publics et de palais. Le peuple s'entasse dans des immeubles assez hauts, plus ou moins insalubres, qu'on appelle les insulae. Ces immeubles à étages sont pourvus plus ou moins d'eau, plus ou moins de salubrité, voire pas du tout. Ce sont des habitations où la plupart des temps ce sont des pauvres qui vivent là. Donc déjà on peut s'imaginer très bien des conditions de vie. Pour cuisiner ou pour se chauffer, on a recours à des brasieros, donc les accidents domestiques sont monnaie courante, les feux domestiques sont monnaie courante. Qui plus est, les historiens ont montré qu'il y avait un certain nombre de matériaux utilisés, notamment l'usage du bois était également là. Donc les bâtiments en fait n'ont pas aidé très clairement à cet incendie-là. Qui plus est, il a été démontré que l'été justement de 64 était un été qui était assez chaud. Donc on peut s'imaginer que le vent était également chaud. En fait que rien n'avait aidé concrètement et qu'un départ de feu était tout aussi envisageable, surtout s'il faisait chaud et sec. Donc il faut aussi également rajouter que par rapport justement une dernière fois à ces bâtiments, c'est que vous aviez aussi des boutiques en rez-de-chaussée. Donc remplies de marchandises inflammables, remplies de marchandises qui pouvaient également favoriser un feu. Donc rien en fait ne pouvait être imputé à l'empereur puisqu'il y avait déjà des facteurs qui pouvaient faire en sorte que ça arrive naturellement. Dans les faits, donc si on reste un peu dans un cadre en dehors du texte que Suétone peut nous fournir et les autres, dans les faits, l'incendie aurait commencé plutôt dans la nuit du 18 au 19 juillet 64, donc vraiment en plein été, et selon les historiens, il aurait duré à peu près entre 6 et 9 jours, selon chez qui vous allez regarder. Son origine est à peu près vers le Circus Maximus, donc le cirque quoi, non loin du Mont Palatin, donc ça c'est repris par Suétone, donc non loin du palais impérial. Cet incendie a détruit une bonne partie des bâtiments avec tous les matériaux que l'on connaît, ainsi que des monuments présents. Donc ça c'est repris chez Suétone également, donc jusque là, il n'y a rien de très choquant. Il y aurait eu plusieurs milliers de victimes, alors soit les historiens ont inclus les victimes, les morts, ainsi que les personnes se retrouvant sans abri, c'est possible, soit il y a eu énormément de victimes. Dans tous les cas de figure, quand vous trouvez des chiffres, prenez-les toujours avec des pincettes parce qu'on ne sait pas si ça prenait en compte les morts et les sans-abri ou si ça prenait que l'un des deux. Contrairement au texte de Suétone, Néron n'est pas présent en fait
à Rome le jour de l'incendie. Néron, en fait, est à Antium, sa ville natale, donc c'est une ville thermale, donc il est là-bas, il n'est pas du tout sur place. Suétone ne le rapporte pas dans son écrit, donc Suétone ne le mentionne pas qu'il était là. En fait, Suétone a mis Néron justement sur place, mais il n'y était pas. Sachant les événements qui se passaient à Rome, Néron non seulement rentre à Rome, mais surtout prend des mesures radicales, des mesures assez, rapides, dont le but premièrement déjà de contenir l'incendie, donc on les verra ensuite, et deuxièmement en fait, il fait ouvrir aux sans-abri et aux sinistrés ses jardins privés. Si vraiment il avait eu l'idée de raser la ville complètement ainsi que ses habitants, ce que certains historiens d'époque ont clairement dit, il l'aurait pas fait, logique. Donc, des centres d'hébergement d'urgence se sont alors créés, notamment pour accueillir les foules, ainsi que des baraquements pour les abriter. Donc, des baraquements dans le but d'abriter tout ce petit monde. Environ, alors ça c'est des chiffres encore une fois, environ les 2/3 de la ville selon les historiens auraient été ravagés par les flammes. Donc ça, on peut très clairement se le supposer. Et les flammes ont été telles que des travaux d'alimentation d'eau, c'est-à-dire des travaux d'irrigation pour amener l'eau, dans un premier temps faits par Claude et dans le même temps faits par Néron, ne sont pas suffisants pour enrayer justement l'incendie, pour assurer les pompes, c'est-à-dire incendie pour de la ville, parce que oui, il y avait l'équivalent des pompiers à cette époque-là, on va les voir juste après, et pour lutter contre le feu, il existait, comme je vous dis, l'équivalent des pompiers à l'époque romaine, c'est-à-dire les vigiles urbani, c'est-à-dire des espèces un peu pompiers volontaires ou pas vraiment volontaires, qui justement étaient là pour assurer la sécurité à ce niveau-là. Donc ils étaient recrutés parmi les esclaves et parmi les affranchis. Ces esclaves appartenaient à la ville, ils appartenaient pas à des particuliers, ils appartenaient vraiment à la ville, ils étaient entretenus par la ville du moins. Ils étaient divisés en cohortes et le but était de lutter principalement contre les incendies et que les habitants connaissent, on va dire, les normes de base en cas d'incendie, certainement incendie domestique ou pas. C'était un boulot qui était assez ingrat, assez risqué, on peut s'imaginer très mal payé, mais qui permettait en fait une gratification, à savoir qu'au bout d'un certain nombre d'années, ces fameux vigiles urbani pouvaient accéder à la citoyenneté romaine. C'était le Graal pour ces personnes-là et ainsi accéder à des postes plus intéressants pour eux et peut-être moins risqués aussi. On peut également souligner la présence de pillards et ça, Néron n'en veut pas, il n'en veut absolument pas, même si on peut s'imaginer que même s'il n'en voulait pas, il devait y en avoir quand même. Et pour éviter les vols, Néron faisait interdire l'accès, alors on peut s'imaginer tant bien que mal, au lieu des catastrophes. Bon, on peut s'imaginer que le pillage faisait partie d'un paysage, malheureusement. Donc on voit très bien que Néron, le coup de l'incendie de Rome est quelque chose qui l'a beaucoup marqué. La première phase de l'incendie étant terminée, une autre phase d'incendie se déclare, mais cette fois-ci plutôt dans la zone du Champ de Mars, donc non loin de la première, dans des endroits assez clairsemés, puisque les bâtiments ont été détruits, le plus gros des bâtiments a été détruit. Néron fait appel à des machines de guerre pour détruire ce qui reste de bâtiments afin que le feu ne prenne pas ailleurs. Donc déjà, il y a une volonté aussi de faire en sorte que le feu se propage le moins possible et soit le plus contenu. La deuxième vague d'incendie repose quasi sur rien, même si elle dure quand même un peu. Les auteurs que nous avons vus plus haut ont plus ou moins, comme je vous le dis, un avis sur Néron et sur les événements de cet incendie. En effet, l'incendie est un événement marquant de cette époque puisque c'est un événement où on va commencer à se dire que Néron est peut-être abandonné des dieux ou du moins n'est plus aussi protégé des dieux qu'on le pensait et du coup que c'est une personne plus ou moins, on va dire, atteignable. Par ailleurs, la littérature qui viendra plus tard décrit Néron comme une espèce un peu d'antéchrist, du moins par rapport, si on regarde à la littérature chrétienne ou du moins de ce que les chrétiens ont retenu de Néron à travers les âges, on le décrit un peu comme l'antéchrist, comme celui qui a persécuté les chrétiens. On parlera de la répression des chrétiens un peu plus tard, mais globalement c'est ça qu'on en retient principalement. Donc il y a les chrétiens, mais il y a aussi les juifs à côté. Les juifs, pareil, on en parlera un peu plus tard. En effet, l'histoire retient de Néron, du moins dans l'image que ce Suétone en a laissé, qu'on a vu précédemment, que Néron se serait mis en fait à danser et jouer de la guitare en regardant les flammes brûler, en se rappelant un certain événement qu'il aurait vu dans les écrits d'Homère. Donc c'est un petit peu ça qu'on en garde. Toutefois, des explications sont alors formulées, du moins bien plus tard, quant aux motivations au niveau du feu, du moins des supposées motivations de Néron par rapport au feu, qui ont été formulées par des historiens, on peut s'imaginer, non pas de notre époque, mais plutôt de ces époques-là, à savoir que Néron aurait voulu reprendre, ou du moins reproduire dans sa volonté aussi peut-être d'aimer la Grèce, l'incendie de Troie, ou une volonté de vouloir reconstruire la cité un peu à son image en se débarrassant des bâtiments qui n'étaient pas forcément très esthétiques, ou au contraire tout simplement une simple folie destructrice. On ne sait pas trop en fait ce qui
qui aurait pu le motiver à ce moment-là. Toujours est-il que c'est cette image, ce sont ces idées-là que véhiculées par des historiens, même des auteurs de ces époques-là, voire tout postérieurs à cette époque-là, qu'on a retenu principalement. Donc déjà, on voit très clairement que la légende noire de Néron par rapport à ça n'est pas sortie de nulle part malheureusement, et que dans les faits, l'archéologie, les historiens contemporains actuels ont montré que ces textes étaient principalement à charge. D'autres hypothèses sont également émises, touchant cette fois-ci plutôt l'entourage de Néron, notamment plutôt des conspirateurs qui faisaient partie surtout de l'entourage de son ex-femme, c'est-à-dire Octavie, à savoir que les partisans d'Octavie auraient justement allumé cet incendie, enfin du moins ces feux, pour les imputer à Néron, pour que Néron ensuite en prenne toute la responsabilité, ou encore que des futurs membres, qui vont être des futurs membres de la conjuration qu'on verra un peu plus tard, sont à l'origine de cela. On sait pas trop. Du moins, c'est des hypothèses qu'on a retrouvées dans les textes, dans des diverses motivations. Bref, on sait pas trop. Mais toujours est-il que, voilà, c'est des hypothèses que l'histoire retiendra. Dans le cadre, justement, si on revient vraiment aux faits historiques, dans le cadre, justement, de cette volonté de reconstruction, cette volonté, en fait, de remettre, on va dire, Rome en état, Néron va se montrer plus ou moins généreux, va prendre des mesures qui vont être plus ou moins populaires, encore une fois. Dans ses décisions, du moins suite à cet événement, Néron fait preuve d'une très grande générosité envers le peuple, avec qui il multiplie les dons, notamment dons en argent, dons alimentaires, on peut se l'imaginer, et ça déplaît encore une fois très fortement à la noblesse romaine, qui voit encore une fois ça d'un mauvais œil, de ses largesses au peuple, alors que eux aussi ont été victimes de l'incendie. Mais Néron privilégie le peuple. Il fait entreprendre notamment des travaux de déblaiement des décombres afin d'éviter que le feu ne reparte, on peut se bien s'imaginer. Il entreprend également une politique d'urbanisme afin de reconstruire la ville, avec quelques modifications dans le paysage, à savoir, qui fait notamment élargir les rues dans le but de laisser passer la lumière, mais aussi pour des questions de salubrité dans les rues, parce que oui, certainement que quand il a fallu certainement déblayer, quand il a fallu évacuer tout le monde, il y a dû y avoir quelques pépins à ce niveau-là. Il fait limiter la hauteur des immeubles afin que l'incendie qui a ravagé Rome ne se reproduise pas, et il fait interdire l'usage du bois dans grosse majorité des constructions, même si on retrouve quand même du bois dans les constructions, mais du moins il va essayer de le faire limiter au maximum. Mais également les murs mitoyens, à savoir les murs collés les uns contre les autres, dans le but aussi que ça ne soit pas, on va dire, des pièges pour les Romains en cas de nouvel incendie. Toutefois, pour financer la reconstruction justement de la ville, en plus des largesses dont il fait preuve, on peut s'imaginer que son trésor personnel ne sera pas extensible. Il fait augmenter des taxes, notamment à l'encontre des provinces, ce qui ne le rendra pas forcément très populaire. Et à contrario, comme je vous le dis, le prix du blé n'est pas vraiment touché. Au contraire, il fait diminuer le prix du blé afin que tout le monde puisse manger vu la catastrophe. Il fait également dévaluer le denier, favorisant ainsi les marchands, du moins le commerce, dans le but de relancer aussi l'économie. Et Néron demande également à ce que les taxes soient payées avec les anciens deniers. Donc les deniers dévalués, mais qui permettent de relancer l'économie, de relancer encore une fois le commerce. Il fait également recruter des surveillants pour éviter les détournements de l'eau par le peuple pour éteindre l'incendie. Donc il y a des réserves d'eau prévues pour les incendies, prévues pour justement que ces fameux pompiers puissent éteindre l'incendie si besoin. Donc le peuple n'a pas le droit d'y toucher, mais on peut supposer que vu le contexte, il y a de fortes tentations. Et toujours dans cette volonté justement de reconstruction, Néron fait reconstruire le grand cirque, bien entendu, le grand marché qu'il avait déjà fait construire au préalable, et il fait construire sur l'Alcuin ce qu'on va appeler la maison dorée, c'est-à-dire une très grande bâtisse. Cette reconstruction de façon générale, du moins, va entraîner une espèce un peu d'exode des habitants du centre urbain de Rome vers l'extérieur. Il y a un déplacement de population suite à l'incendie, mais également aux constructions entreprises par Néron. Dans la recherche de responsables, en dehors bien sûr de l'empereur, on cherche alors vers un nouveau mouvement religieux qui à cette époque-là était considéré comme une secte et pas comme une religion en elle-même, c'est-à-dire le christianisme. Le christianisme était présent dans la communauté juive puisque il a été démontré que le christianisme est issu justement du judaïsme dans une moindre mesure. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est les faits qui sont là. Donc évitons en commentaire de s'énerver là-dessus, c'est un fait historique que j'invente rien. Toujours est-il que ces derniers sont victimes d'une sévère répression, qu'on verra juste après, qui ne sont pas très appréciés pour certaines choses, mais bien avant les chrétiens, ce sont les juifs qui étaient plus ou moins dans le collimateur, ou du moins qui étaient plus ou moins tolérés au sein de l'Empire romain. Mais à l'époque de l'empereur Claude, ces derniers ayant refusé de reconnaître le panthéon romain, qui plus est certainement de se convertir aussi, ont été chassés de l'Empire romain. Toutefois, on peut s'imaginer que les juifs sont restés quand même présents dans l'Empire, c'est juste que soit ils se sont cachés, soit ils ont tout simplement travesti leurs croyances, faisant semblant de croire au panthéon romain de façade,
et continuer à pratiquer le judaïsme privé. C'est fortement possible. Quoi qu'il en soit, dans les sources, le principal témoignage de la présence des chrétiens dont nous disposons reste Tacite. Tacite, on le retrouve énormément dans cet épisode. Le texte de ce dernier constitue la première mention des chrétiens dans un texte qu'on peut qualifier de païen, c'est-à-dire un texte qui n'est pas chrétien. Le texte n'est d'ailleurs pas repris par les pères de l'Église, notamment par Saint Pierre et par Saint Paul, donc ce n'est que Tacite qui en parle justement. Et ce dernier, et Tacite, insiste surtout sur les mesures prises par Néron afin de détourner les soupçons qui pèsent sur lui, déjà qui pèsent sur Néron lui-même, et surtout, ou du moins supposés, et surtout pour, on va dire, alimenter certainement les rumeurs, les textes qui parlent justement de la répression des chrétiens par l'empereur. La plupart des premiers chrétiens sont issus, comme je vous dis, des communautés juives restées présentes, donc ça je vous l'ai dit, ça ce n'est pas moi qui l'invente. Les conversions sont peu nombreuses, du moins les conversions du panthéon romain vers le christianisme sont très peu nombreuses, et on peut s'imaginer que l'inverse est également le cas. Pour établir la responsabilité des chrétiens, Néron fait ouvrir une espèce d'enquête pour savoir exactement ce qu'il en retourne. Les agents de l'empereur ne réunissent que très peu d'informations sur les chrétiens, très peu d'informations, et Tigelin est le premier agent à charger les chrétiens. Voilà, il est le premier à vouloir s'en débarrasser, il est le premier peut-être à pousser la psychose là-dedans. Néron confond alors chrétiens et juifs, puisqu'il ne fait pas la différence. Non pas que ça l'intéresse pas, mais peut-être qu'il ne voit peut-être pas la différence, c'est possible. Mais selon certaines versions, Néron a eu la possibilité justement de côtoyer des chrétiens, du moins de rencontrer du moins ce qui est Saint Paul aujourd'hui. Il vend un peu du concept de monothéisme justement chez les chrétiens, mais sans plus autant s'en s'y intéresser. Cela montre quand même que les chrétiens étaient présents dans l'entourage de Néron, mais peut-être pas forcément favorisés par rapport aux autres. Il en est de même pour les juifs, puisqu'ils bénéficient de la faveur de Pompe et Sabrina, qui justement poussent Néron à persécuter les chrétiens et à les réprimer autant que possible. Donc il y avait un intérêt, d'une certaine façon, à cette répression, même si elle n'est pas forcément peut-être justifiée. Quoi qu'il en soit, la répression est alors organisée. Les chrétiens sont alors considérés comme les boucs émissaires selon les historiens et les déductions qu'on peut faire. Ils sont considérés comme des boucs émissaires par rapport à l'incendie de Rome et à tout ce qui suit. Néron déclare les chrétiens hors la loi dans les Institutum Neronianum, donc un texte qui fait que les chrétiens sont considérés comme hors la loi, c'est-à-dire considérés comme ennemis de Rome. Cette répression, c'est Tacite encore une fois qui nous en fournit quelques éléments, mais sans pour autant s'y étaler dessus. C'est-à-dire que les conditions de cette répression sont telles que les chrétiens capturés sont soumis au supplice, qu'on va appeler le summum supplicium, c'est-à-dire un châtiment qui est infligé aux coupables pour des crimes, aux gens coupables de crimes majeurs, donc de crimes graves. Les prisonniers sont alors condamnés à mort, soit dévorés par des animaux lors de spectacles, on peut s'imaginer au cirque, donc ce que vous voyez des fois dans les films, c'est pas forcément peut-être faux, soit brûlés vifs, soit au contraire crucifiés. Donc on voit des actes de torture très clairement et de mise à mort des chrétiens par Néron. Donc l'histoire retiendra la persécution des chrétiens par Néron, ça c'est un fait qui a été démontré, mais voilà, ça fait partie un peu de ce qui a fait que Néron a cette légende noire aux fesses. Les événements de l'incendie de Rome, la répression des chrétiens ne sont qu'un peu que le début des ennuis pour Néron pour sa fin de règne. Car on peut signaler dans ces événements qui vont précipiter la chute du règne de Néron, la conjuration de Pisan, qui est également un signe du déclin progressif du règne de l'empereur. La naissance de la conjuration de Pisan a plusieurs origines et plusieurs motivations. La première, c'est un mécontentement, on peut s'imaginer, de la vieille noblesse romaine vis-à-vis de certaines décisions de Néron. La seconde, ça peut être des tensions qui sont entre l'empereur et le Sénat, et où les sénateurs peut-être en ont peut-être marre de ce contexte et qu'ils ont peut-être envie de reprendre leurs fonctions, mais également une mise à l'écart des stoïciens, c'est-à-dire des partisans de Sénèque, ou du moins des plus radicaux d'entre eux, qui estiment que le virage pris par Néron, c'est-à-dire de l'autocratisme, ou du moins de ce qui pourrait s'en rapprocher, est quelque chose qui est contre leurs principes, et contre ce que Sénèque a inculqué à Néron. Concernant la composition de cette conjuration, du moins de ses principaux membres, on peut compter des personnes de milieux divers et variés, des sénateurs, des chevaliers, des prétoriens, des préfets du prétoire et bien d'autres.
d'autres. Cette conjuration, qui commence en avril 65 après Jésus-Christ, a pour but de placer Pison au pouvoir à la place de Néron. Pison est un homme proche de Néron, assez riche, sénateur, et qu'on voudrait voir comme empereur à sa place. Ce complot, s'il aboutit, souhaiterait un retour au Principat, c'est-à-dire par exemple au temps d'Auguste, et un retour certainement aux vieilles valeurs romaines. Une tentative d'assassinat à l'encontre de Néron est alors mise en place lors de jeux du cirque le 19 avril 65. Un homme nommé Scaevinus souhaite se croyer le droit de porter le coup fatal à l'empereur, un peu à l'image du Brutus au moment de l'assassinat de César. On peut s'imaginer un peu que c'est dans le même genre. Mais toutefois, ce dernier est dénoncé par un de ses proches. On organise une véritable enquête policière, en fait, autour de cette conspiration. Faut partir du principe que ça ressemble à une enquête policière comme on pourrait voir à la télé aujourd'hui. Donc, on l'arrête, on l'interroge, on le questionne sur son emploi du temps, pose un certain nombre de questions, et ce dernier craque et il dit tout. Il donne des noms, il précise, et en fait, il crache tout le morceau. Tigelin et sa police mènent alors des investigations, comme on peut s'imaginer, un peu à la mode d'une enquête policière, et plusieurs dizaines de conspirateurs ou de supposés conspirateurs sont alors arrêtés. Parmi eux, on peut citer des amis de Néron, justement, des proches de Néron. Donc on peut s'imaginer que Néron, suite à ça, peut-être devient un peu plus, de plus en plus, peut-être paranoïaque. Dans les interrogés, on peut citer une femme, Eurycaris, qui est torturée au même titre que les autres. Elle est soumise à la question, donc à la torture, très clairement. Mais cette dernière ne dit rien. Elle ne crache rien. Elle ne donne, mais alors, aucun nom. Vraiment une tombe. Et plutôt que de faire les balances, elle décide tout simplement de mettre fin à ses jours par pendaison. Elle a préféré mettre fin à ses jours plutôt que de donner les noms des autres conspirés. Toutefois, tous n'ont pas cette fidélité. Ils n'ont pas tous ce cran, car beaucoup d'entre eux parlent et donnent des noms. Ce n'est pas, à dire tous n'ont pas ce courage. Au total, plusieurs dizaines conjurés ou de peut-être supposés conjurés sont découverts. Plusieurs d'entre eux sont condamnés à mort, d'autres sont relâchés sous condition du bénéfice du doute, soit exilés. Donc, il y a un petit peu de tout. Et Pison, quant à lui, décide tout simplement de mettre fin à ses jours plutôt que d'être soit torturé, soit autre chose. Donc, en fait, la conjuration de Pison meurt dans l'œuf très clairement. En revanche, il y a quelqu'un qui est accusé justement dans cette conjuration de Pison, qui est pourtant étranger justement à cette conjuration de Pison. Il s'agit de Sénèque. Sénèque est accusé à tort d'en faire partie, et on peut s'imaginer que même s'il est retiré du pouvoir, cela n'empêche pas que des ennemis à lui doivent rester quand même tapis dans l'ombre, et plutôt certainement que d'organiser l'assassinat de son ancien mentor et de son ancien ami. Néron lui demande tout simplement de mettre fin à ses jours. Alors ça dépend, soit vous allez trouver le fait que c'est Sénèque qui décide lui-même de le faire, soit c'est un ordre qu'il aurait reçu. Toujours est-il que Sénèque met fin à ses jours à ce moment-là, et à la fin du mois d'avril 65, Néron est complètement seul au pouvoir. Plus d'Agrippine, plus d'Octavie, plus de Burrus, plus de Sénèque, plus personne. Il est tout seul. Il l'était déjà avec sa mère, dont il s'en était plus ou moins débarrassé, mais là, pour le coup, il est carrément tout seul. La découverte et la répression de la conjuration de Pison se traduit également dans les monnaies, puisque vous savez, Néron adore faire frapper monnaie à plusieurs occasions dans son règne. Donc, dans ce cadre-là, on va trouver par exemple l'inscription Jupiter Gusto, donc Jupiter gardien, avec le slogan en plus Securitas Augusti. Donc, pour marquer le coup de cette répression, découverte et répression, il fait frapper monnaie pour rappeler que c'est lui le chef, que c'est pas les autres. Face justement à cette découverte et répression, Néron va faire preuve d'un certain nombre de largesses auprès de ceux qui ont participé justement à cette répression, à savoir qu'il va faire des distributions d'argent à tout va, de blé gratuit, et gratifier d'honneur à certaines personnes, dont Tigelin et Nymphidius, qui font partie de ces personnes qui l'ont aidé, et Nerva, qui sera aussi empereur un peu plus tard, bénéficiera aussi des largesses de l'empereur. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans tout ce que je viens de vous raconter, qui, je conçois, est très indigeste? C'est que Néron, en fait, dans cette période, il fait beaucoup de bonnes choses, mais aussi beaucoup de mauvaises choses. Néron, en fait, son basculement vers le côté obscur de la force, si on peut dire ça ainsi, se fait à partir du moment où il commente l'assassinat de sa mère, puisque Sénèque a compris quelque chose, c'est que Néron est capable de tout à ce moment-là. Toute personne pouvant le gêner, il peut s'en débarrasser, il en a parfaitement conscience. En dehors de ça, Néron, dans le cadre de certaines choses, ne mérite pas, encore une fois, la légende d'honneur dont il a fait preuve. Les historiens modernes actuels ont parfaitement montré que Néron, dans par exemple le cadre de l'incendie de Rome, a fait tout ce qui était en son pouvoir, justement pour non seulement mettre le peuple à l'abri, non seulement faire en sorte que le feu soit contenu le plus possible, qu'il ne reparte pas,
qu'il n'y ait pas de nouveau de problème en soi, qu'il a fait en sorte justement que les sinistrés aient de quoi se mettre à l'abri. Donc on se détache de ce que Suétone nous a raconté pour remettre un peu les choses dans le bon contexte et dans le bon ordre. Donc la légende noire de Néron au niveau de l'incendie de Rome est totalement fausse. Donc on peut clairement dire qu'elle est totalement fausse, même si l'empereur a été à charger au fil du temps, on voit très bien que les textes à charge ne sont pas justifiés pour autant. Donc déjà ça c'est dit. Et ensuite que Néron, on peut dire qu'il perd pied petit à petit par rapport encore une fois à son entourage. Tigelin, même si dans la répression de la conjuration de Pisan, qui est l'homme de la situation en guillemets, et à mettre des très gros guillemets bien sûr, il n'empêche que ça reste le mauvais génie de Néron. C'est celui qui limite va alimenter sa paranoïa autour de ses présupposés ennemis. Pompée Sabrina, qui est son épouse à ce moment-là, va également, dans ses propres intérêts, nous pouvons l'imaginer, alimenter justement cette paranoïa par rapport à son ex-femme, par rapport justement aux chrétiens. Donc l'entourage de Néron a une grosse influence également sur justement le psyché de l'empereur, sur ses idées et sur sa façon de gouverner. Néron, après justement l'assassinat de sa mère, a une volonté de continuer les bonnes mesures qu'il a prises, de s'intéresser à certaines choses. Mais voilà, l'image de Néron déjà dans l'Empire romain de l'époque, on peut pas dire qu'elle est très glorieuse puisque un empereur qui se met en avant durant des représentations de théâtre, ce genre de choses, ça fait pas bon genre. Il n'empêche que le peuple a de quoi se nourrir, même si on peut s'imaginer que d'un point de vue financier, les taxes qui devaient être certainement payées un peu partout n'étaient peut-être pas forcément du goût de tout le monde. Il n'empêche que Néron a énormément fait en sorte que le peuple soit bien nourri, bien distrait, dans le but d'être populaire, bien sûr, mais aussi dans le but à ce que le peuple ne se révolte pas. Il faut quand même bien avoir en tête. Donc, les bonnes mesures de Néron, en fait, sont gommées au profit de sa légende noire, et c'est extrêmement dommage. C'est pour ça qu'il faut bien avoir en tête certaines choses vis-à-vis de Néron, vis-à-vis de l'incendie de Rome. On vient de voir que Suétone a fait un texte à charge de Néron, les autres n'ont fait peut-être aussi tout autant, mais que la réalité historique ne montre pas ça, très clairement. Et ça montre que c'est un empereur qui a ouvert ses jardins privés à des réfugiés, il a fait en sorte que le feu soit le plus contenu possible, qu'on n'ait pas de nouveau de problème. Donc c'est pas l'empereur de l'année, mais c'est un empereur qui a fait de son mieux. On va voir dans la partie suivante que malheureusement ce ne sera pas suffisant et que la paranoïa, la folie de Néron, qui était déjà un peu palpable à cette époque-là, s'accentue de plus en plus et fait que, acculé et impopulaire, il va commettre, on va dire, le geste qu'il ne faut pas.